Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler AJ McKee, on va pas parler de Pitbull parce que oui, ça y est, AJ McKee a pris une première défaite en carrière. Il avait beaucoup parlé tout au long de la semaine. Ça va peut-être être le sujet du podcast, pas vraiment sur ce qui s'est passé hors de ce qu'on voit au Bellator, mais comme quoi, faut jamais, on va dire, trop parler. Et quand je dis trop parler, c'est même pas de manquer de respect à son adversaire, mais d'être dans une situation où il se projetait déjà à dire je vais être champion UFC, c'est ma destinée, je veux 1 million. Je veux 1 million, je veux le combat contre Max Holloway. Bref, on va rentrer dans le détail avec Big Rusty, mais c'était très très bizarre de la part d'AJ McKee. Et finalement, on est dans une situation où nous qui, vous avez qu'à regarder les podcasts d'il y a quelques mois sur sa victoire, on était vraiment hypés. On était en mode bah c'est cool, il y a un vrai nom qui est au Bellator. Et bah là maintenant, un peu dans une situation où on se dit bah il a peut-être eu un peu ce qu'il méritait parce qu'il a pas respecté le sport en lui-même. Ouais, bah en fait, j'ai l'impression qu'il s'est amené la malédiction de ceux qui font des plans sur la comète avant le combat qui est déjà le combat le plus important de leur carrière. C'est Générique. Générique, Pardon Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Il a perdu donc AJ McKee par décision unanime face à Mr. Pitbull qui reprend sa ceinture de champion. Déjà Rust, y a-t-il une polémique concernant la décision? on a vu le combat. Pour moi, c'est pas choquant que ce soit Pitbull qui ait gagné. C'est pas choquant à mon sens, dans le sens où je donne les 2 premiers rounds à Pitbull. Il y a eu beaucoup d'attitude de la part de AJ McKee dans les 2 premiers rounds, mais c'est un peu genre, soit Anderson Silva contre Bisping ou Nick Diaz contre Carlos Condit, dans le sens où les mecs sont là, ils ont de l'attitude, ils font des grimaces, ils sont en mode ici c'est chez moi et tout, mais ils ne scorent pas beaucoup. Il parlait pas beaucoup Pitbull, mais il mettait des low kicks, il arrivait à toucher un petit peu AJ McKee, c'était pas flamboyant non plus, mais juste sur les frappes, sur un peu plus d'efficacité, sur des trucs basiques, je mets les 2 premiers rounds à Pitbull. Le 3e, je le mets plus clairement à AJ McKee. Il a eu un espèce de mini knockdown, mais on sait pas trop si c'est un knockdown ou quoi, mais il est revenu direct en enclenchant un takedown, et il a vraiment dominé au sol ensuite sur, je crois, les 3/5 du round entre Pitbull. Et 4e et 5e, pour moi, c'est serré, dans le sens où ça ne me choque pas qu'à la fin des fins, donc, il y ait eu une victoire de Pitbull. Donc en soi, il est sorti de ce combat, AJ McKee, en disant bon bah c'est aussi un peu de ma faute, on ne devrait jamais laisser la décision au juge. Déjà, bon bah c'est déjà bien, c'est déjà lucide, mais c'est un vol. Personnellement, je trouve pas. Ça m'aurait pas choqué qu'AJ McKee gagne, mais ça me choque pas non plus que c'est un de ces combats en fait que Pitbull ait gagné. Et effectivement, le gros sujet surtout, parce que techniquement, c'est intéressant parce qu'il était plus dans une démarche patiente, attentiste et vraiment efficace. Pas beaucoup de déchets Pitbull, donc de temps en temps des petits blitz où il touchait bien au corps, il faisait des jolis enchaînements Pitbull. La plupart du temps il était effectivement très patient, où il mettait beaucoup de kicks, mais ils étaient assez puissants, mais tu sentais qu'il ne voulait absolument pas surengager, tu sentais qu'il voulait être très prudent dans son approche. AJ McKee, il était fidèle à lui-même, c'est-à-dire vraiment très à l'aise dans la cage. Néanmoins, tu sens qu'il est ultra talentueux, mais j'ai un peu l'impression là, pour la première fois maintenant qu'on l'a vu sur un 5 rounds face à un mec qui sait ce qu'il fait et qui est patient et qui ne se jette pas, il y a des enchaînements qu'il fait qui sont vraiment magnifiques et tu sens qu'il est super talentueux. Il y en a un du coup que j'ai retenu, 3-16 au 4e round, parce que j'adore cet enchaînement et il le fait vraiment de magnifique manière. En gros, il est en southpaw, donc sa jambe droite est devant. Il fait un tout petit step, et en fait, il fait la classique, tu sais, où il met un direct du bras arrière. Il vient ensuite avec sa jambe en middle du bras arrière, une fois que du coup la diversion est posée en haut. Le middle, il passe au foie, mais magnifiquement. Et ensuite, du coup, dans le même mouvement, alors que c'est pas facile à faire du tout, quoi. Dans le même mouvement ensuite, il repose sa jambe et en même temps, il met un direct. Tout passe, enfin c'est tout ce qu'il voulait que ça passe. Enfin, tu sais, il a des flashs comme ça de brillance où il a exactement le numéro, tu vois, de son adversaire. L'espace d'une séquence, il sait exactement ce qu'il va falloir faire pour mettre son adversaire dans le mal. Mais il y a aussi pas mal de moments où, et ça c'est vraiment intéressant, où il surengage, mais comme un sagouin, c'est impressionnant. Il y a des moments où il va, tu sais, j'avais l'impression un petit peu de voir
Raymond Daniels, donc prodige au niveau de ses jambes en kickboxing. Mais par contre, quand il s'agissait de mettre des enchaînements en anglaise, tu sentais que c'était tellement pas son truc, il surengage, en même temps il met beaucoup de corps, donc il met d'abord son corps et ensuite il met le coup, mais tu sens qu'il n'y a pas vraiment d'efficacité optimale en termes de chaîne cinétique pour créer le mouvement qu'il faut. Enfin, il y a eu beaucoup de mouvements comme ça où tu sens qu'il y a beaucoup de déchets dans sa manière de frapper. Il y a eu beaucoup de trucs aussi où il a mis des spinning back kicks, mais de n'importe où, n'importe comment. Il n'y en a pas un seul qui est passé. Et à chaque fois, il a failli faire des Rockhold versus Weidman. Donc, il y a aussi des trucs qui ne sont pas forcément très judicieux. Donc, en fait, c'est très intéressant parce que tu sens qu'il est ultra talentueux, qu'il est en pleine confiance, mais qui peut aussi être plus poli qu'il ne l'est maintenant. Donc ça c'est cool parce que ce que j'espère en fait c'est que cette expérience-là, même si c'est clair, c'était très serré, c'était vraiment un jet de pièces, qu'il s'en servira pour peut-être modifier un petit peu, raffiner son style en fait. Parce que là c'est jusqu'à maintenant tout marchait quoi qu'il fasse en fait. Là il est enfin tombé sur un morceau en face où le mec c'était un vrai vétéran et qu'il a joué comme un vétéran en étant très patient, très prudent. Il n'est pas arrivé à le terminer. Il est arrivé au bout d'un combat où c'était très serré et donc il a même perdu. Donc j'espère juste qu'il retirera entre guillemets, tu vois, les leçons qu'il faut pour qu'il devienne encore meilleur de ce truc-là. Maintenant, je vais faire un monologue et on peut passer sur effectivement ce qui est aussi le sujet de ce podcast, qui est est-ce qu'il va en tirer les bonnes leçons parce qu'il a l'air d'être dans un mental et dans une manière de voir les choses. Le mood est étrange parce que c'est ce qu'on avait dit avec Ross. On n'en avait pas parlé, je crois, dans le cadre des podcasts, mais on en parlait tout au long de la semaine. C'est vrai que les déclarations d'AJ McKee étaient assez particulières parce que là, par exemple, il est au Bellator uniquement grâce à la clause de champion du Bellator qui fait qu'à chaque fois, vous avez, je crois, 3 combats automatiquement renouvelés une fois que vous êtes champion. Donc là, c'était le premier des 3 combats qui restaient. Et il avait dit que lors de son dernier combat, il avait touché $1 million, mais parce qu'il avait remporté le Grand Prix. Donc le Grand Prix au Bellator, ils organisent ça dans différentes catégories de poids. Là, il avait remporté celui des featherweight, donc il avait eu $1 million. Il était en mode, j'ai touché $1 million lors de mon dernier combat. Je veux combattre pour $1 million. Je veux pas moins sur les prochains. Ouais. Voilà, donc on est comme ça. Au-delà de ça, il y a toutes ces déclarations à l'encontre de l'UFC. Il y a un truc qui est un petit peu logique, vous écoutez Pitbull, vous écoutez tous les champions du Bellator, c'est amenez-moi le champion de l'UFC, je vais le défoncer. Ce qui est normal, ce qui est logique. Absolument. Le ONE FC fait pareil, quasiment toutes les organisations majeures font la même chose. Mais là, la différence avec AJ McKee, c'était plus ma destinée, c'est d'être champion UFC, je vais aller à l'UFC, je rêve d'un combat contre Max Holloway qui n'est même pas champion, Volkanovski ne m'impressionne pas. Et en gros, c'est vraiment, à partir du moment où il a dit Volkanovski ne m'impressionne pas, le lendemain de la performance de Volkanovski contre Korean Zombie, que j'ai fait ok, je ne vais plus rien écouter de tout ce qu'il va dire à partir de maintenant. Mais c'est ça, et en fait c'est ça qui est intéressant, parce que ça fait du drama et tout si on veut, mais à partir de ce moment-là, et moi j'ai pensé à la même chose, j'étais en mode, ah oui d'accord, il est dans cette Tito Ortiz zone où en fait il va dire n'importe quoi pour faire parler en fait. Et du coup, tu accordes moins de crédit à ce qu'il dit, et c'est un problème en vrai, parce que lorsque tu veux te vendre, si le public sait que tu vas dire n'importe quoi et tout ce qu'il faut, mais même si c'est absolument pas légitime ou ancré dans la réalité ou quoi, du coup on accorde moins de crédit à ce que tu dis, et du coup ton trash talk a aussi moins de poids en fait. Et là en l'occurrence, je suis d'accord, et d'autant plus que c'est ridicule. Vraiment, c'est ridicule de sortir ça dans ce timing-là en plus. Et d'autant plus que Pitbull, c'est un combattant élite de l'élite, et AJ McKee aussi. Néanmoins, ce qu'on a vu là de AJ McKee, qui est donc vraiment extrêmement bon, élite, ce AJ McKee, tout comme ce Pitbull, face à Volkanovski, c'est un massacre. Mais un massacre, vraiment. Parce que Volkanovski debout, tu mets ce AJ McKee en face, vraiment, il va en faire un steak tartare, tu vois. Ce serait vraiment terrible. Il n'a pas encore la profondeur technique debout, il n'a pas encore la maîtrise de ces différentes armes, comme là, Volkanovski, la maîtrise des distances. Parfois, il tombe soit un peu court, soit un petit peu lointain aussi. Ça lui arrive à AJ McKee. Il est pas encore suffisamment poli, en fait. C'est normal, il est très jeune. Il commence son règne, entre guillemets, et puis son pic physique. Mais même si, comme tu l'as dit, c'est normal de dire « je veux affronter les meilleurs », je veux devenir champion dans les meilleures organisations ou quoi. Non, mais surtout que ça vend ton organisation, tu vois, de dire on n'a pas besoin d'être à l'UFC pour être les meilleurs au monde. Ouais. Là, c'est plus, j'ai envie carrément d'aller à l'UFC, donc en plus, par rapport à ton emploi actuel, c'est très limité. C'est ce que disait Pitbull, son adversaire, c'est quand même pas très éthique de dire des trucs comme ça. Et je serais assez d'accord, quoi. Enfin, c'est vrai que
T'as pas besoin d'être un compagnie man et d'en rajouter, tu vois, non plus des tonnes et des tonnes, comme parfois peut faire Daniel Cormier, où tu dis, voilà, c'est peut-être un peu abusé, mais au moins de respecter Scott Coker et le Bellator en magnifiant ton organisation d'abord. Tu vois, c'est un peu comme, c'est une erreur que font, enfin, je trouve que c'est une erreur de communication que font certains combattants de minimiser leur futur adversaire. En mode, mais de toute façon, il est même pas bon, machin. En vrai, c'est une erreur. Il vaut mieux magnifier la personne que tu as en face de toi ou alors ton organisation, parce que du coup, quoi que tu fasses, forcément, ce sera vu à travers des yeux et un prisme qui sera donc beaucoup plus impressionnant une fois que tu auras battu ce gars que tu as vendu toi-même. Là, dans la situation où, du coup, en gros, il tire un petit peu dans le pied du Bellator en mode, ouais, non, mais le Bellator, bon, déjà, il faudrait qu'il me paye un peu plus. De toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment eux, c'est au-dessus, c'est l'UFC. J'aimerais bien combattre lui, pas au Bellator. Enfin. Ouais, c'est pas. Ça ne lui met pas grand monde dans la poche, quoi. Parce que même l'UFC, enfin, tu vois, si t'es l'UFC, je pense que tu te dis, ah oui, d'accord. Donc, parce que je voulais regarder justement les salaires qu'il y avait eu au Bellator, parce que les salaires sont publics au Bellator, puisque c'était en Californie. Je crois qu'il a été assez bien payé, justement. C'était 250K. Donc, ce qui est assez. Je crois que c'était 250K Pitbull, 250K AJ McKee. 250K pour Corey Anderson aussi. Et par contre, 80 000 pour Vadim Nemkov, ce que j'ai trouvé. Ouais, 250 000. Ouais. Non, il y a eu des bons salaires. Hein. Il y a eu des bons salaires. Mais enfin, pour vous dire, ils voulaient 1 million AJ McKee. Enfin, même les champions UFC ne sont pas payés 1 million en fixe. Enfin, c'est un petit peu abusé. Quoi. Un petit peu abusé. Mais oui. Mais c'est pour ça très très bizarre. Et puis là, il se retrouve dans une situation compliquée parce que le combat était extrêmement serré. Ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà de tout ce qui s'est passé autour des négociations qui actuellement, on l'imagine aussi avec l'UFC, c'est cette sortie de, pour moi, featherweight, c'est terminé. Ouais. En venant de perdre aussi. Ouais. Parce que là, clairement, s'il fait ça après avoir gagné, là, effectivement, il met le Bellator dans une situation un peu inconfortable. En plus, il y a potentiellement un combat contre l'autre frère Pitbull, donc c'est intéressant. Là, je ne comprends pas, parce qu'ils vont pas non plus lui faire la fleur de dire ok, on va te filer un deuxième title shot. Moi non plus, je comprends pas trop. Ça faisait longtemps qu'il disait qu'il voulait monter en lightweight et que c'était très dur le cut pour rester en featherweight. D'ailleurs, on l'a vu, il était énorme par rapport à Pitbull. Mais effectivement, d'avoir cette rhétorique-là à ce moment-là, mais tu sais, c'est comme si, en fait, moi j'ai cette impression globale et générale à propos d'AJ McKee que il ne prend même pas le Bellator au sérieux. Enfin, tu sais, il se comporte comme si c'est lui qui avait toutes les cartes en main. C'est un pur produit du Bellator. Exactement. Et qu'ils l'ont, mais monté soigneusement. C'est une des stars du Bellator où le Bellator a tout fait parfaitement et où ça a marché et où ils se retrouvaient donc avec une superstar de leur organisation créée par eux. Enfin, tout était parfait. Là, c'est lui qui, grosso modo, leur... on a tous compris. Voilà. On a tous compris. Donc c'est très étrange, mais effectivement, là, le fait de se comporter de cette manière, en mode, de toute façon, c'est même pas grave, on s'en fout un petit peu, machin. Enfin, t'as l'impression que il est président du Bellator presque en fait. C'est très bizarre. Très bizarre. Ouais. Très très bizarre. Et je trouve que c'est dommage aussi pour le Bellator parce que petite parenthèse et puis on terminera je pense sur ce podcast là. C'est que Rust on se dit tout le temps ils sont maudits, tout simplement maudits parce qu'à un moment donné, Bellator pouvait, je vais dire regarder l'UFC droit dans les yeux, mais c'était quand même une organisation qui avait pour ambition de challenger l'UFC. Et on s'est toujours dit avec Rust que ce soit l'événement Madison Square Garden où justement il devait y avoir Fedor Matt-Mitrione. Matt-Mitrione, c'était quoi, des caillots qu'il avait des caillots de sang, donc le combat est annulé. À la dernière minute, finalement ils font le combat à double knockdown et ensuite Fedor qui se fait terminer. Il leur arrive toujours des trucs. Et là, c'est l'événement qui a été brandé par le Bellator comme la plus grande soirée de l'histoire de l'organisation. Corey Anderson contre Vadim Nemkov qui était comme main event mais qui sur le papier honnêtement était un très bon combat, un combat hyper important aussi et franchement avec deux light heavyweight qui à mon sens ont vraiment leur place dans le top 10 limite top 5 de l'UFC. Absolument. Ça s'est terminé en no contest suite à un coup de tête involontaire de la part de Corey Anderson qui était en train de le faire. C'est toujours comme ça. Je ne sais pas pourquoi les dieux du MMA font ça. Mais... Et Corey Anderson qui termine le combat en sortant de la cage en étant c'est moi le champion. Ouais, j'étais en train de lui prendre son âme. Non. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Ouais. Donc compliqué. En tout cas sur la carte on peut aussi noter qu'il y a eu Aaron Pico. Ça fait plaisir. Voilà. Après il était face à un short notice. Exactement. Parce que le mec s'était blessé. D'ailleurs il devait affronter un gars, j'espère qu'ils vont refaire le combat qui était un très bon test.
Gaston Bolanos aussi, que j'adore, ancien combattant Muay Thai, qui a gagné par KO aussi au premier round. Enfin, Aaron Pico c'était au troisième, mais voilà. Donc néanmoins, si vous voulez vous faire plaisir, allez regarder les performances de ces deux monstres, ça fait plaisir aussi. Enfin, et aussi les combats de Pitbull et Nemkov et Anderson, mais je veux dire, pour souligner aussi qu'il y a vraiment du positif et que le Bellator, bah voilà, il y a aussi des trucs qui sont trop stylés, même s'ils sont maudits, quoi. Maudit. Big shout out à ma chouette P. Ma chouette P. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya.